À la une, bien sûr, c'est l'Iran, le régime iranien toujours sous pression. Hier, les forces armées iraniennes disaient être en état d'alerte maximale face à une éventuelle attaque américaine. Et dans ce contexte, l'Iran doit débuter ce dimanche un exercice naval d'envergure. Une véritable démonstration de force, dit le régime. Soyons prudents, on connaît la propagande du régime iranien, alors que le guide suprême iranien, l'ayatollah Khamenei, a assuré ce dimanche que toute attaque américaine contre son pays déclencherait une guerre régionale au moment où le président américain Donald Trump menace de recourir à la force. Je vous propose d'écouter le sujet de Mathis Lang. C'est dans cette zone commerciale stratégique où 1/5 du pétrole mondial transite que ces opérations militaires doivent avoir lieu. Plusieurs bâtiments de la marine iranienne doivent donc s'y déployer, explique David Régoulero, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique. Ce sont essentiellement des vedettes rapides, lance-missiles. Il n'y a pas de bateaux de grand gabarit. Donc ce sont des exercices supposés être à tir réel. C'est ça qui confère évidemment le caractère particulièrement sensible de la situation pour s'entraîner dans la perspective d'une confrontation éventuelle. En tout cas, ce sont des exercices qui sont toujours très sensibles. Ces manœuvres, elles ont été autorisées par les États-Unis, ce qui n'est pas étonnant pour celui qui est également rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Il y a une concentration de satellites sur le Golfe qui est très importante, il y a les drones, et donc c'est aussi une opportunité, bien sûr, pour les forces américaines d'évaluer le périmètre et le format des forces adverses. De son côté, l'US Navy a déployé une dizaine de navires ces derniers jours dans la région, dont le porte-avions Abraham Lincoln, l'un des plus grands au monde. Et hier, toutes les chaînes d'information, dont CNews, nous étions en édition spéciale parce qu'il y a eu ces bombardements, du moins ces explosions un peu partout sur le sol iranien. Avec énormément de prudence, nous traitions ce sujet puisque un monde sépare les interventions des autorités locales ou du chef des pompiers iraniens qui vous explique que c'est une fuite de gaz et la réalité du terrain, sauf que cette réalité, nous ne l'avions, les informations, nous ne les avions pas. Et il faut être transparent, honnête avec les auditeurs ou les téléspectateurs, c'est de dire il se passe quelque chose, mais bien malin celui qui peut dire hier soir ce qu'il se passe exactement. Donc plutôt que d'aller sur la géostratégie fiction et de faire de la géopolitique fiction, il faut parler du réel. Et le réel, en revanche, qu'est-ce que c'est ? C'est un peuple qui est réprimé. Et plus les jours passent, plus les témoignages se succèdent et plus l'horreur se dessine, notamment sur cette répression par le sang et les larmes d'une population iranienne ô combien courageuse. Et je vous remercie, Maître Degani-Azar, d'être avec nous. Vous êtes un avocat franco-iranien et vous recensez justement les massacres qu'il y a pu avoir ces dernières semaines. Et le régime iranien a promis qu'il y avait eu une répression contre des terroristes, contre des insurgés. La réalité, Maître, elle est tout autre. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour Maître, vous m'entendez ? Oui, très très bien, merci beaucoup. Bonjour et merci de donner la parole pour traiter de la réalité, comme vous le dites, avec des éléments objectifs. Oui, en effet, nous recensons avec l'association Nowruz les exactions depuis un certain nombre d'années et nous avons même mis en place un outil numérique avec un partenaire français. Elle est tout autre, ce qu'on appelle les émeutiers. Ce sont des enfants, des femmes, des pères de famille qui partaient simplement faire entendre leur voix et qui ont été assassinés à balles réelles. Ce sont des crimes contre l'humanité, des massacres de masse et même des crimes de guerre, puisque des forces extérieures sont venues sont en force assister les gardiens de la Révolution pour faire taire cette contestation. Excusez-moi. Cette contestation. Et vous prenez la parole désormais publiquement et j'ai entendu un entretien absolument passionnant que vous avez pu avoir avec nos confrères du Figaro et vous égrenez des prénoms. Et c'est vrai que cette séquence-là est bouleversante. Je vous propose d'en écouter une partie. Tous ces enfants assassinés avaient moins de 17 ans. Il y a Tahar Safari, Arfin Salemizod, Arnika, Sina, Borna, Merab, Melika. J'ai fait exprès de prendre des noms de soi-disant terroristes et émeutiers pour bien montrer le décalage
entre le récit, le narratif du régime iranien et la réalité du terrain. Mais je vais prendre quelques instants sur le cas particulier de Mélina Assadi qui avait 3 ans. Il faut savoir que le 28 décembre, vous aviez des manifestations familiales. Il n'y avait pas une répression à armes réelles. Donc les gens y allaient en famille. Ils allaient manifester pour dire leur ras-le-bol du régime et demander le changement. Et en mettant des noms, en racontant ces histoires absolument dramatiques, j'imagine, Maître, que vous souhaitez éveiller les consciences et réveiller aussi un Occident bien silencieux aujourd'hui. Oui, en effet, les chiffres ils sont tellement énormes qu'ils ne parlent plus. On est tous devant une sidération et puis on se rend compte qu'il y a une sorte de combat de chiffres entre les uns et les autres. Et je pense qu'on est bien, je suis même sûr qu'on est bien en deçà de la réalité qu'on va découvrir au fur et à mesure. Donc, ça touche notre humanité, parce que c'est plus une question de chiffres, c'est vraiment l'humanité que ça doit toucher. Est-ce que c'est normal? Je dis pas que plus le chiffre grandit, plus c'est déshumanisant, mais c'est tellement sidérant qu'il faut redonner un tout petit peu d'humanité à ce que nous faisons et pour faire prendre conscience aux gens, il y a de quoi faire, on peut encore agir, il n'est pas trop tard, et les gens dans la rue en Iran se battent encore. Mmh. Est-ce que vous pouvez raconter aux auditeurs, aux Français qui écoutent attentivement Europe 1 ce dimanche, comment la répression se traduit dans les faits aujourd'hui et comment la République islamique des Mollahs a finalement tué au sens propre comme au sens figuré cette révolte de la population iranienne? Je pense que la manière la plus rapide de le dire, c'est sans discernement. Avec une brutalité, une cruauté inimaginable. Quand on parle des chiffres en dizaines de milliers de morts d'une manière complètement... c'est-à-dire sans aucune relation entre la personne qui est assassinée que le fait d'être simplement dans la rue, parfois même de simples passants, c'est cruel, c'est inhumain et cette logique de terreur qui enferme la population iranienne, qui est quasiment otage d'une groupuscule de personnes, c'est-à-dire un nombre limité de personnes qui s'enrichissent. Et je prenais dans le Figaro que vous citiez tout à l'heure l'exemple de l'ogre qui a besoin de sang pour conserver sa stature et pour élargir son intervention, faire peur. Et donc, pour se protéger quelque part, il monte dans l'escalade. Il y a d'autres personnes aussi. Hier, on a été alerté, par exemple, par les avocats moi, j'ai eu des avocats en ligne qui étaient en larmes en disant on voit les prisons qui sont remplies de personnes, ils vont les tuer tous. Faites en sorte que les gens agissent, faites en sorte qu'ils interviennent, parce qu'il n'y a plus de procès, il n'y a plus d'avocats, et quand on va essayer de défendre quelqu'un, y compris les avocats qui ont été emprisonnés, on nous met nous-mêmes en prison. C'est-à-dire qu'il y a une escalade dans la folie, je sais pas, je sais même pas comment dire. C'est vraiment mais vous l'avez résumé, vous avez parlé de cruauté, d'inhumanité et de terreur et d'une action sans discernement. On sait à quel point le quotidien des femmes en Iran, depuis 47 ans, est ô combien compliqué. Et que ces dernières années, une femme qui portait mal son voile dans les rues de Téhéran pouvait, à minima, terminer derrière les barreaux et au pire, perdre la vie. Et je pense bien évidemment à Mahsa Amini. Aujourd'hui, parmi les révoltés, parmi cette population courageuse, il y a eu un soulèvement aussi des femmes iraniennes, une population qui est extrêmement jeune. On parle d'une population iranienne qui a entre moyenne 30 à 35 ans. Est-ce que cette répression, elle a aussi touché les femmes? Je recevais Sarah Safari ce matin, qui est une membre de l'association Femmes Azadi, qui disait qu'elle avait eu des témoignages de proches de femmes qui ont été tuées, violées, et même il y a eu des sévices corporels. Est-ce que vous nous confirmez ça, maître? À 100%, et en Iran, nous vivons un système de discrimination des femmes que moi j'assimile à l'apartheid sexuel, c'est-à-dire une discrimination systémique du fait du sexe de la personne. Et cette terrible période que vivent aujourd'hui toute la population iranienne,
n'épargne surtout pas encore les femmes qui non seulement sont arrêtées, il y a des images terribles qui sont violées, et puis il y a un autre fait qui vous devrez vous marquer, c'est que toutes les photos qu'on voit des corps amassés, on voit très peu de femmes. Et donc on s'interroge où sont ces corps, et puis on s'imagine et on pense, et moi je pense sincèrement que c'est pour pouvoir les ressortir le jour où, si un jour il y a un bombardement, pour pouvoir culpabiliser encore plus les gens et créer de la dissimulation et de la désinformation. La taqia est institutionnalisée aujourd'hui dans le pouvoir iranien, et les femmes sont aussi un instrument de communication en plus d'être les premières victimes. Maître Degani Hazar est notre invité sur Europe 1 pour Elliott Deval et vous, 11h, 13h en direct sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes avocat franco-iranien, que vous recensez depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, les exactions, et plusieurs années, pardonnez-moi, les exactions et la répression du régime iranien contre son peuple. Maître, comment vous, si ça fait plusieurs années que vous le faites, comment expliquez-vous l'inaction des cours pénales internationales, des grandes organisations comme l'ONU? Comment expliquez-vous ce silence, pour ne pas dire cette indifférence, pour ne pas dire peut-être cette peur? Vous l'avez dit, c'est une peur. Comment je l'explique? Je ne l'explique pas. C'est un manque de courage. C'est un manque de connaissance de la zone. C'est un déni de réalité par rapport à des éléments objectifs qui font que on sait que dans la constitution iranienne, dans le préambule, la notion de djihad total existe, djihad international, et que on continue à négocier avec des personnes dont le seul objectif est de détruire notre société. C'est clairement écrit dans la constitution, dans le préambule. Donc, et ce fardeau, comme il est écrit, appartient aux gardiens de la Révolution, qui d'ailleurs, pour pouvoir mener leurs méfaits, leurs actions, sont dotés, c'est l'article 150 de la Constitution, de moyens économiques personnels et de moyens spécifiques pour pouvoir, d'une manière assez autonome, avec une armée autonome, une force de renseignement autonome, des relais autonomes, pouvoir non seulement créer cette terreur en Iran, mais l'exporter. On l'a vu à travers ces proxys. Donc je sais pas comment je le définis. Pour moi, autre que coupable. C'est le fait de ne pas agir nous emmène quelque part à être complice quelque part. On est face à des crimes contre l'humanité, vraiment. Je vois pas tous ces gens qui criaient dans la rue et qui venaient crier halte au massacre, malheureusement se soulever. Et vraiment, en général, moi, je vous m'entendrai jamais faire de la politique, mais je trouve ça très injuste, très déshumanisant, y compris pour ces personnes qui aujourd'hui ne se soulèvent pas et se posent la question de faut-il qu'on agisse ou pas. On est à quelques mois des élections. Je pense que c'est déshumanisant, y compris pour eux. Maître Degani Hazar est notre invité dans ce 11h, 13h sur Europe 1.